Voilà, on va pas s'étendre. Là, on reste basé sur le pendule et surtout sur sa manipulation pour obtenir des phénomènes, des effets. Alors, il est peut-être... Tu leur as dit... Alors, on va faire... bon, pour la pratique du stage, je vais vous distribuer des pendules. Bon, vous allez chacun en avoir un. Donc, de manière à pouvoir faire les exercices. Alors, si vous voulez conserver le pendule, il y aura un petit supplément. Je ne sais plus combien on avait mis le pendule. Parce que bon, le problème du pendule, c'est qu'il est fait, il est fait par un ami qui est artisan, qui fait des fuseaux en bois. Bon, c'est en quoi ça? En bois? Il est en bois, je ne sais plus quel bois c'est. C'est en frêne ou en... Enfin, c'est un bois particulier, c'est un bois très très léger. Donc, en fait, il est très léger le pendule, il réagit très, très rapidement. Et les couleurs, il n'y a pas les couleurs? Dans celui-là, il n'y a pas les couleurs. Enfin, c'est le classique. Dans celui que vous allez utiliser, il y a les couleurs, bien sûr. Et c'est en quoi? Il est comme ça. C'est pas du plastique? Non, c'est du bois. C'est du bois. Alors là, ce qu'on va faire, c'est une petite recherche au niveau de la polarité des genoux. Donc, je vous distribue les pendules. Donc, deux possibilités. Oui. C'est tous les mêmes? C'est tous les mêmes, oui. C'est avec anneau ou sans anneau? Non, c'est sans anneau. Oui, c'est le pendule classique. Voilà. Merci. Alors, c'est le pendule. Donc, ça, c'est pour l'exercice qu'on va faire ensemble. Donc, si vous voulez le garder à la fin du stage, je crois qu'il fait dans les 500 francs. Si vous ne voulez pas le garder à la fin du stage, vous fabriquez votre propre pendule parce que vous avez toutes les règles. Donc, après, il suffit de prendre un morceau de bois, de faire un fuseau et de peindre. Donc, à ce moment-là, vous le rendez à la fin du stage. Il n'y a pas d'obligation de... Il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Ceux qui veulent faire un chèque, ils font un chèque. Oui, on verra. On verra après. C'est pareil, si vous avez au niveau du stage, au niveau du paiement du stage, pour ceux qui n'ont pas encore envoyé, vous verrez avec Bernadette. Oui, ça ne fait pas. Oui, vous verrez. Je vais après les personnes. Voilà, mettons à midi. Quand même. Non. Vous verrez, attendez. Vous verrez avec Bernadette après, pas pendant le stage. Après, on verra. Alors, donc petit exercice. Alors, pour faire un bon... la ficelle fait 36 cm, bien sûr. Bon, ça c'était pour faire joli. On verra après tous les détails techniques. Là, on termine... Alors, ce que vous allez faire, vous allez vous reculer un petit peu. On va regarder, vous allez tester la polarité de vos genoux. Après, on fait le stage et puis on dit... Alors, de manière à avoir les genoux dégagés, en fait. Ce qui compte, c'est d'avoir les genoux dégagés. Bon, alors, chacun tient son pendule comme il veut. Si vous avez l'habitude de tenir le pendule d'une certaine façon, vous le tenez d'une certaine façon. Bon. Moi, j'aime bien le passer, le pendule, je le passe dans ma main, de manière à pas trop m'embêter avec le fil. Alors, ce que vous allez faire, certains connaissent cet exercice, vous allez mettre le pendule, allez-y, prenez le pendule, vous allez mettre le pendule, donc assis au-dessus du genou droit. Donc, vous tenez votre pendule au-dessus du genou droit, et on regarde dans quel sens il tourne. Donc, vous laissez le pendule au-dessus du genou droit, et on voit s'il tourne dans un sens ou dans un autre. Donc, on le laisse immobile. Je peux le tenir long? Comme on veut, moi je le tiens comme ça. Long, alors peut-être moins de prise. C'est comment ça tourne plus facilement quand il est long? Long, c'est plus facile, oui, comme on sent. Voilà.
Et on voit dans... Ça tourne à la vitesse. C'est bien, mais on va regarder surtout le sens de rotation. Donc vous allez noter. Donc le genou, on commence par le genou droit. Bon. Et le genou droit, il tourne dans un certain sens. Ça veut dire quoi? Alors justement, on va voir après. Alors, s'il tourne, voilà. Alors vous allez marquer, mettons, sur votre cahier de stage, un genou droit, il tourne vers la droite ou vers la gauche. C'est bon. Faut arrêter de... Voilà, prenez votre temps, hein, on n'est pas trop pressé. Au-dessus du genou droit, il tourne dans un certain sens. Oui, il faut attendre. C'est qu'il n'a pas encore trouvé son... Voilà, faut... Bon, Ah, ça va venir. Ah oui, ça va très bien, il est très sensible là. Ah voilà, ça a tourné, oui. ça y est. Ça y est, il a tourné. Alors, après, on regarde le genou gauche, bien sûr. Donc, ah, le genou, il a un problème. Oui. Ah oui, et bien il tourne dans l'autre sens. Parce qu'elle a un problème. Alors, c'est normal, vous êtes à comment? une fois qu'on a fait le premier genou droit, eh ben, on regarde le genou gauche. Tu mets bien, voilà. Et on voit dans quel sens il tourne pour le genou gauche. Il tourne pas. Oui, il faut peut-être laisser un peu plus de fil, comme ça il sera un petit peu plus sensible. Il faut attendre, hein, Et après, Ah, ça y est, il commence. Hop. Voilà, c'est bon, il est Le déjà. genou gauche. Laisse-le démarrer. Si, c'est le... Ça s'ouvre aussi. Non, il s'ouvre pas. Tourner dans l'autre sens. On va le démontrer. Non, mais il y en a qu'on ouvre pour mettre quelque chose dedans. Non, celui-là il s'ouvre. Et on regarde de gauche, genou gauche. Mais oui, mais il y a le yin et le yang aussi. Oui, Elles sont les proportions. Voilà, Il après. est ahurissant, votre pendule. Il est ahurissant. J'ai des problèmes terribles au genou droit, il a tourné à toute vitesse dans le mauvais sens. Oui, Et il a tourné dans le bon sens à gauche. oui. Ouais, on va voir. Logiquement, il doit tourner dans un sens pour un genou et dans l'autre sens pour l'autre genou. Voilà, comme on est polarisé, on doit logiquement avoir les deux genoux en sens inverse. Voilà, Comme ça, tu vois. ouais, vas-y. Ah, l'inversion. La droite sur la gauche et... Oui, mais bon, il y a aussi des... C'est sa convention. Bon, Regarde ça. L'inversion de la main droite, c'est mieux. Si on est gaucher, on va prendre la main gauche, mais si on est droitier, on prend la main droite. Non mais c'est bon, bien pour toi ta convention, ce sera comme ça. C'est pas vraiment une convention. Là, on laisse le pendule tourner, Là, c'est l'arthrose, on dit. puis on regarde. Alors, on peut avoir des différences. Alors, logiquement, souvent, quand on le met au-dessus du genou droit, on a un sens de rotation dans le sens des aiguilles des montres, de la montre. Donc, rotation vers la droite pour le genou droit. Souvent. Et souvent, pour le genou gauche, rotation dans l'autre sens, c'est-à-dire sens inverse des aiguilles de la montre. Alors, justement, on va faire un petit tour de table pour voir un petit peu chacun. Il tourne bien, c'est qu'il y a la tête penchée. Votre prénom, c'est quoi? Anne. Anne. Ah bah oui, Anne, d'accord. Alors, Anne. Genou droit, il a tourné dans quel sens? À droite. Donc vers la droite. Ok. Et sur le genou gauche? À gauche. Voilà, donc polarité Normal. classique. Alors, Dieu, vous êtes on va voir après. La tête penchée. Oh non, alors là, Oui, non, c'est fort. Ah bon, chez certains ça va tourner plus vite, chez d'autres plus doucement. Il faut aussi le temps de se mettre en harmonie avec le pendule, donc il est possible qu'aujourd'hui il tourne moins vite que demain. Qu'est-ce que ça fait? À l'inverse? Alors, Omar, il tourne. Ah bah alors, c'est que l'équilibre. Attends, on va voir. Oui, on en parle. Non, c'est lui qui... Enfin, tu peux lui faire, mais normalement, c'est un auto-test. Je recommence, mais pas comme ça. Il vaut mieux pas. Parce qu'il faut le temps de. Vaut mieux. Alors, dans quel sens il... Alors, on peut aussi avoir... Au début, il tourne en inversion, et après, il se rétablit autrement. C'est au niveau dont on va commencer à travailler un peu sur les énergies. Alors, dans quel sens il... Pour quel genou il tourne, dans quel sens? Donc, sur le genou droit, il tourne sur la droite, et sur le genou gauche, dans l'autre sens. Oui, il peut aussi tourner dans le même sens. Attention, en fait, on est en train de tester les polarités qu'on a en ce moment. Après,
après, à la fin, mettons, de la journée, on pourra retester les polarités qu'on a à la fin de la journée. C'est pas forcément les mêmes. C'est en sens inverse ou c'est les deux dans le même sens? Dans le même sens. Les deux dans le même sens. Ok. Donc faut le noter, Ouais. hein, et puis on verra après. Alors les deux dans le même sens, bah, ça veut dire que là il y a une polarité qui est bon, qui est à rétablir. Joachim. C'est le même sens, quoi. Alors, les deux tournent sur la droite? Je regarde l'autre. Et comme ça, elle fait des... Tu touches et tu relèves. Voilà, maintenant tu le laisses tourner. Alors, Anne. Non, alors, pour le genou droit, ça tourne dans quel sens? Elle, c'est droite. Droite. Et gauche. Et le gauche, gauche. Là, c'est à gauche, maintenant. Celui-là, il est à gauche, oui. Parce que d'abord, il faut que tu touches ta jambe. Là, il faut Alors, que- il y a aussi une autre chose, c'est que, bon, on a nos polarités qui sont des fois calées, des fois décalées, pas forcément comme il faut. Le fait C'est bon. le fait de travailler avec le pendule un petit peu, on peut se réharmoniser les énergies. Donc ça, c'est un des effets qu'on peut avoir en fonction du pendule. Attends, on va continuer le tour. Raymond. Oui, tu vois, c'est pour droite à gauche. Donc, il balance. Ouais. Et sur l'autre genou? Il tourne bien à gauche. Et le droit, à droite et à gauche. D'accord, mais ça peut... Oui, Faut qu'il bon. cherche son énergie. Il faut chercher l'équilibre, il faut que notre inconscient, nos énergies s'harmonisent un petit peu par rapport au pendule, donc il faut un peu le manipuler pour que ça s'imprègne, mais c'est bien, simplement là on note. Alors, c'est dans le bon sens, Madame... Non, moi, ça a déjà changé. D'accord. C'est la stabilité de ma personne. C'est-à-dire que tout à l'heure, elle est tournée à droite, mais je tourne à gauche. Oui. Je me suis mise les pieds par terre. Oui, ça- J'ai quitté mes chaussures. Ça peut jouer, bien sûr, oui, tout à fait, oui, il y a tout un tas de trucs C'est qui... mieux, même si on peut le faire sans chaussures. Oui, si on peut tester avec C'est très intéressant. pieds nus, ça peut être mieux. On y amène le pélurisme terrestre, donc C'est pareil, quand on fait ce genre de test, on ne croise pas les jambes, bien sûr, parce que là, on va bloquer les énergies. C'est bon, là. Alors, Les deux à droite. les deux tournent à droite. Ok. Et toi? Ouais, faut que je réessaye le gauche parce que. Un peu fait à droite et un peu fait à gauche. Bon. Maintenant, faut réessayer. Donc, logiquement, il y en a un qui tourne dans un sens, l'autre dans l'autre. Parce qu'on est plus... Si c'est pas le cas, après un petit travail au niveau du pendule, bon, comme on verra dans tout le stage, en général, on a une réharmonisation des énergies, puis très souvent, il tourne sens des aiguilles d'une montre, genou droit, et sens inverse de la montre sur le genou gauche. Donc, pour la droite, gauche. Voilà, droite, gauche. Après, carte C. Oui, parce que ce qui va se passer, c'est que le fait de travailler un petit peu avec le pendule en étant relaxé et puis en mettant sur vos genoux pendant 5 minutes, bah, on a la possibilité de réharmoniser nos énergies par cet exercice. Alors il est bon, régulièrement, hein, peut-être pas tous les jours, mais quand vous en ressentez l'envie, de tester pour voir si vous avez bien une polarité sur une jambe et une autre polarité sur l'autre jambe. Et si vous trouvez la même polarité, eh ben, il faut manipuler un peu le pendule jusqu'à ce qu'on trouve la bonne polarité. Donc une polarité... À droite, ça va de gauche à droite et ici de droite. Logiquement, mais certains peut être inversé. Et ce qu'il faut surtout, c'est que ça tourne dans un sens sur un genou et que ça tourne dans l'autre sens sur l'autre genou. C'est ce que j'ai remarqué. Voilà, c'est ça, c'est ce qui... Ah, de gauche à droite et de droite à gauche. Voilà, c'est ça. Il faut que ce soit différent en fait de chaque côté. Il est en train de chercher. Alors, je voudrais savoir quel est le côté yin, quel est le côté yang. En général, le yang c'est le côté droit et le yin c'est le côté gauche. Mais ça dépend des hommes et des femmes qui ont une polarité. En général, ça dépend pas. Enfin, en général, ça dépend pas. La droite,
c'est la main qui projette, donc c'est plus yang, plus masculin, et la gauche, c'est la main qui capte, ce sera plus yin. Ce qui n'empêche qu'on peut magnétiser des deux mains. La droite, c'est yang. La droite, ce sera plus yang. Selon que la personne est en face de toi, donc ce sera des côtés. Oui, mais pour soi. Pour moi, la main droite, c'est la main yang. Comme j'ai bien compris, le genou droit normal tourne comme les aiguilles d'une montre, Oui. c'est-à-dire de droite à gauche. Voilà, oui. Mais Oui, oui. l'autre, l'inverse. Si par exemple on portait un métal chargé, Alors, bien sûr, si vous portez un pentacle, si vous portez une montre à quartz, si vous portez, etc., ça peut perturber le rayonnement, tout à fait. Hein, il y a même un test que font certains radiesthésistes. Vous mettez une montre à quartz, eh ben vous avez, ou une montre, ou un objet, en même temps vous faites rayonner par votre ordinateur, eh ben, automatiquement vous aurez vos polarités qui ne seront pas bonnes, qui seront inversées. Et là, en retirant la montre, en retirant le pentacle, ou en retirant la chose, on se restabilise. C'est pareil, on peut très bien, on fait le test. Je fais le test ici, et je vais trouver des polarités inversées. Alors, je change ma chaise de place, je refais le test ailleurs. Et là, je trouve les bonnes polarités. Parce qu'il est possible qu'il y avait une source, mettons un croisement Hartmann, à cet endroit-là, et qui inversait mes propres polarités magnétiques. Donc, il y a plein de petites choses. Là, on est en train de travailler dans le très subtil. Donc, la moindre petite perturbation va engendrer une différence de polarité. Après, vous direz comment on trouve les réseaux. Non, mais au repas peut-être, oui, au repas on verra ça, parce que c'est pas le but du stage. Par exemple, vous avez une certaine polarité inversée, etc. Vous mettez votre photo sous la pyramide, vous retestez votre polarité, il y a de fortes chances que tout soit rétabli dans le bon ordre. Parce qu'il y aura une influence qui sera rééquilibrante à ce niveau-là. Donc, mais en sachant que là, c'est très subtil. Et comme nous avons tous également des cycles dans la journée, hein, bon, l'acupuncture chinoise va nous dire qu'il faut piquer le méridien du foie entre 13h et 15h, qu'il faut piquer le méridien de la vessie entre 16h et 17h, etc. Donc les énergies circulent dans notre corps, et à partir de là, au niveau des polarités, on peut avoir également des fluctuations. Mais sans que ce soit un test de mauvaise santé ou qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, mais si systématiquement on a des polarités qui sont inversées, on a des polarités qui sont pas comme on vient de les tester, bon, il faut trouver où est le problème, il faut essayer de rééquilibrer ces polarités. Voilà, avez-vous des petites questions sur ce qu'on a vu ce matin? Hein, rien de particulier. Alors, si vous faites un exercice de respiration, mettons vous testez vos polarités, parce que vous avez aussi l'intensité de rotation. Vous testez sur le genou droit, bon, vous apercevez que ça tourne comme ça. Vous faites un entraînement respiratoire, vous retestez, il est possible que ça tourne après beaucoup plus vite, parce que là vous vous serez pris une charge énergétique. C'est pareil, donc pour rééquilibrer vos polarités, vous faites un entraînement respiratoire et ça va faire de l'effet. On s'est aperçu avec certains amis, certaines personnes avec lesquelles on a fait des tests et par radiesthésie et par vision de l'aura, que au cours d'un entraînement respiratoire, on a l'aura qui double de volume. Ah oui. Bon. Ensuite, dans les heures qui suivent l'entraînement, l'aura reprend sa forme, reprend sa place normale. Mais on a quelques millimètres de plus. Si on refait un deuxième exercice, l'aura double de volume et reprend la place du jour d'avant, mais avec quelques millimètres de plus. Bon, ça veut dire quoi? Si on pratique cet entraînement respiratoire régulièrement pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années, eh ben on a l'aura qui reste dans une position plus importante. D'où plus d'énergie et plus d'influence dans un rituel, etc., etc. Donc, l'entraînement respiratoire, c'est un outil extrêmement important qui va se combiner au travail de la radiesthésie par rapport au pendule du 36, qui peut se combiner par rapport à la pyramide,
qui peut se combiner par rapport au livre que je vais vous donner là sur les 36 rituels qu'il a. C'est un aspect plus de prière mystique, plus de rituel. Bon. Le 36, on peut l'adapter à à différentes sauces. Et toutes ces sauces seront bonnes, seront intéressantes dès l'instant où elles sont calculées correctement, où la géométrie est exacte. Voilà. Bon, bah maintenant, si vous avez des petites questions comme sur les réseaux Hartmann ou autres hors séminaire, donc on peut en parler tout à l'heure. C'était à propos des exercices. Oui, vas-y. Est-ce qu'on ne peut pas le faire sur une Sur moquette? Non, pas lui. Sur une moquette, non. Bah, il vaut mieux, Ça critique la si on a une moquette, il vaut mieux mettre une couverture par-dessus la moquette. Par exemple, un tissu en coton. Oui, oui. Bon, alors, des fois on a un Ouais, appartement. matière naturelle. Voilà, on ne peut pas forcément toujours le faire dans son jardin, on a un Éviter quelque chose appartement, d'artificiel. mais éviter que l'artificiel soit en contact direct. Donc, mettre une natte, mettons en paille, mettre une couverture, et on fait l'exercice par-dessus, même s'il y a la moquette en dessous. Donc ce soit faire ça au rez-de-chaussée. faut pas faire ça. C'est mieux au rez-de-chaussée, mais si on habite en appartement, vaut mieux le faire en appartement que de ne pas le faire du tout. Vaut mieux le faire dans la maison que de ne pas le faire... Bon, si on a un jardin, c'est mieux encore dehors. Mais mais en cas de blocage sur le plan physique, il faut y aller doucement, mais il faut essayer de le faire. Il faut le faire doucement à ce moment-là. Tout doucement, mais essayez de gratter. Stage sur le pendule, cassette numéro 2. Alors, oui, une question pour le livre? Ah bah tu en as pas? Si? D'accord, bon bah on verra. Je t'en ferai une petite dédicace tout à l'heure. Bon, alors on a vu en fait comment on bâtissait le pendule, on va maintenant plutôt étudier comment on va faire pour s'en servir. Alors, il y a deux formes de radiesthésie. Vous avez la radiesthésie, enfin, deux formes, on va dire, deux possibilités dans la radiesthésie et deux types de radiesthésie. Donc, les deux possibilités, il faut bien concevoir que quand on fait de la radiesthésie, on va se mettre en résonance avec quelque chose, ou avec quelqu'un, ou avec une recherche, ou avec une source d'eau. Et c'est cette résonance qui va faire qu'on va trouver la source d'eau, on va trouver le médicament qui convient, on va trouver la solution au problème. Mais la radiesthésie peut également, dès l'instant où ça nous met en résonance avec quelque chose, être une résonance de réception de l'information ou être une résonance d'émission de l'information. Donc, on a deux possibilités au niveau de la radiesthésie. Une radiesthésie de recherche, on essaie de percevoir, de recevoir l'information, comme un poste de télévision qu'on va allumer ou comme un poste de radio, on va écouter, on est passif. Et vous avez une deuxième possibilité en radiesthésie, c'est la radiesthésie d'émission, c'est-à-dire d'action, et on ne va plus, après s'être mis en harmonie avec quelque chose, essayer d'en tirer des informations, mais soi-même essayer d'imposer des informations, d'envoyer des informations. Donc on a une radiesthésie de réception et on a une radiesthésie d'émission dans lequel le pendule va être un vecteur d'énergie, dans lequel le pendule va être un outil qui nous met en harmonie et dont on va se servir comme tremplin pour émettre. Quand on voit toutes les techniques mettant de radiesthésie avec le pendule égyptien, le pendule égyptien est entre autres bâti pour émettre. C'est un émetteur qui envoie quelque chose. Alors, bon, il y a différents types de recherche. Alors, quand on parle de la radiesthésie de recherche, donc de réception, on peut avoir deux formes de recherche. Les recherches profanes, qui peuvent être utiles, bien entendu. On va étudier la maladie, on va étudier les sources négatives, on va étudier l'alimentation, etc., etc. Bon, ça, vous avez tout un tas de livres qui en traitent, donc c'est la radiesthésie classique. Et nous, dans une recherche spirituelle, on va pouvoir utiliser la radiesthésie dans un sens plus spirituel. Donc dans le sens, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux, nous dit la tradition. Donc, en fonction de la connaissance de soi-même. Alors, ce pendule étant bâti sur les cinq états de l'énergie, ou sur les 5 éléments,
va pouvoir nous mettre en relation, en harmonie, soit avec la terre, avec l'eau, avec l'air, avec le feu, ou avec l'éther. Et c'est là où ça va être intéressant. Parce que dans ce fameux 36, dans cette fameuse pyramide, bon, il y a 36 cases, ou il y a 40 cases, dont il y a comprenant 36 nombres. Il serait bon, pour moi, de savoir à quel endroit de la pyramide j'appartiens. Quelle est ma loge? Quelle est, je ne vais pas dire mon grade, mais quelle est ma famille spirituelle dans les 36? C'est vrai que si j'ai un pendule qui vibre avec le 36, je vais pouvoir de manière plus facile découvrir ma loge. Si on considère que la pyramide c'est une forme de paradis, on verra un peu après quels sont les arcanes sur lesquels la pyramide est bâtie, mais si on considère que ça c'est le paradis, ben moi je suis où dans le paradis? Puisqu'il y a de nombreuses pièces dans la demeure du Seigneur, ça veut dire que il y en a un, il va appartenir à l'eau, il y en a un, il va appartenir à l'air, un à la face nord, l'autre à la face sud, etc. etc. Le degré d'évolution, mais donc, après on doit toujours monter, on ne reste pas toujours dans la même case. Il faut chercher, on a une case d'appartenance, on a notre correspondance naturelle. Il y a des gens qui sont de nature beaucoup plus terre. C'est les gnomes, eux ils vont appartenir au bleu, à la terre. Oui, mais c'est pour une vie, on n'est pas toujours dans la même case. Il y a des gens qui vont appartenir, qui sont beaucoup plus aquatiques. Mais ça, on le voit dans leur physionomie, dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon d'être. Les aquatiques, on trouve par exemple beaucoup de magnétiseurs dedans, puisque le vert, c'est pas mal le magnétisme. C'est l'eau, c'est le soin. Le jaune, c'est l'air. Ça va être plus les gens qui sont de nature mentale. Ça va être peut-être des philosophes, des gens qui vont expliquer, c'est plus mental. Dans le feu, on va trouver des gens qui vont être peut-être beaucoup plus actifs, peut-être pas des guerriers, mais c'est des gens qui vont être de nature feu. Donc on a tous une nature, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, on a une nature. On n'est pas complet, on n'a pas tout, on est défini dans une de ces cases. On est défini avec de la terre, de l'eau, de l'air ou du feu, principalement. Et si on a la chance d'avoir différentes réincarnations, eh ben, on gardera notre nature. Et dans chacune de ces cases qu'il y a sur la pyramide, mettons cette case bleue, celle-ci, eh ben, la case bleue, il y a le bas de la case bleue et le haut de la case bleue. Donc, tout notre cheminement évolutif va consister dans notre couleur, dans notre teinte à nous, eh ben, de partir du bas et d'arriver vers la pointe. Parce que c'est ça le but. On ne changera jamais notre nature, mais on peut dans notre nature être tout en bas ou être au sommet de nous-mêmes. Comme un poisson dans son aquarium, bah, il peut être en bas de son aquarium, dans la vase, dans les graviers, ou alors être en haut de l'aquarium. Mais le poisson ne sort pas de l'aquarium, sinon il meurt. Bon, ici c'est pareil. On est quelque part. Et il faut trouver cette maison auquel on appartient. Alors, un petit peu après, on va dire, oui, mais moi j'ai, dans le livre sur les 36, des tableaux, je suis né à tel moment, donc je suis de tel élément. Oui, c'est une façon de voir les choses. Mais on a aussi une recherche plus sensible, qu'on voit aujourd'hui, qui va être d'essayer de déterminer dans cet ensemble de couleurs où je me situe, mais de manière sensible. Donc ça c'est une recherche avec laquelle on peut utiliser le pendule, mais ce serait une recherche initiatique et pas une recherche profane pour savoir si je dois manger des salades ou du chou-fleur. Ça ne veut pas dire que l'un est mal, l'autre est bien, mais c'est pas de la même chose dont on parle. Donc la radiesthésie telle qu'on va l'utiliser sera plus une radiesthésie de résonance avec les éléments. Et c'est vrai que avec ça, on peut également découvrir si je dois manger de la salade ou des carottes ou autre chose, parce que les carottes et la salade se trouvent également et dans le pendule et dans la pyramide. Prenons un raisonnement qui est peut-être faux, donc pas à prendre à la lettre. Si on prend la carotte c'est quoi? La carotte c'est une racine. Donc la racine ce sera dans le bleu, dans la terre. C'est pas un élément qui pousse sur les arbres. Bon. Et la carotte elle est de quelle couleur? Elle est orange. Donc c'est une couleur du feu, l'orange. À ce moment-là, peut-être, la carotte est-elle un feu de la terre?
Et en plus, quelle est la forme de la carotte? Elle est quand même pointue. Elle nous rappelle un petit peu la nature du feu, la nature d'une flamme. Donc, peut-être la carotte est-elle dans la terre un feu? Parce que dans chaque élément, dans chacun des 4 éléments, terre, eau, air, feu, nous avons à nouveau terre, eau, air, feu, c'est-à-dire terre de terre, eau de terre, air de terre et feu de terre, etc. Bon, je ne reprends pas trop ça en profondeur parce que vous l'avez dans le livre. Mais dans chaque élément, tout étant dans tout et la loi se répétant partout à l'infini, dans chaque chose, on a les 4 éléments. Donc dans la terre, on a les 4 éléments, et dans la carotte, qui est signée, on a vu principalement, c'est un feu de terre, et ben on va avoir à nouveau les 4 éléments dans notre carotte, parce qu'elle va avoir ses feuilles, elle va avoir sa racine, elle va peut-être avoir ses fleurs, etc., etc. Donc, ce qu'il faut, c'est, avec notre microscope des 4 éléments, arriver à faire un grossissement qui nous permette d'avoir une action. Donc, pas se perdre dans les détails, avoir une vue d'ensemble et essayer de dégrossir progressivement. Alors, ça, c'est un exemple de recherche radiesthésique qu'on mènera tout à l'heure. Alors, il existe également 2 types différents de radiesthésie. La première, ça va être la radiesthésie mentale. La radiesthésie mentale, c'est quoi? Je veux une réponse à une question. Je ne connais pas la réponse. Mais la réponse sera soit oui, soit non. Et à ce moment-là, dans mon inconscient, la réponse existe. C'est-à-dire que, par exemple, je veux savoir si je dois manger, si c'est un aliment bon pour moi pour le manger. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans mon conscient, dans mon mental. Mais inconsciemment, les cellules de mon corps, elles, connaissent la réponse. Et tout le problème, il est de faire ressortir cette connaissance de mon inconscient, de mon corps, à mon mental, pour en prendre conscience et puis pour savoir si, en finalité, je dois manger ou je ne dois pas manger. Donc, la radiesthésie classique mentale est la suivante. Je pose la question et le pendule va me répondre par oui ou par non. Mais en fait, ce n'est pas le pendule qui me répond, c'est je me réponds à moi-même. Mais le pendule sert à traduire la réponse. Alors, dans le cadre de la radiesthésie mentale, donc il y a 3 sortes de réponses par le pendule, le oui, le non, le peut-être. Alors, quand on veut s'entraîner à cette radiesthésie mentale, on va faire, par exemple, donc sens des aiguilles d'une montre, on fait un petit serpentin, sens des aiguilles d'une montre, on va appeler oui. On fait un petit serpentin, sens inverse des aiguilles d'une montre, qu'on va appeler non. Et on va avoir une double flèche au milieu qui va être le peut-être. Et quand je vais poser la question, eh bien mon pendule va tourner dans un sens, ça voudra dire oui, ou dans l'autre sens, ça voudra dire non, ou il va se balancer, et ça veut dire peut-être. Alors, ça, c'est donc la radiesthésie codifiée. Certaines personnes utilisent une codification inverse. Le oui se trouvera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et le non dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon. Globalement, la plupart des radiesthésistes utilisent cette convention, celle-là, c'est-à-dire oui dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, quand on veut s'entraîner à la radiesthésie mentale, on va prendre son pendule, on va dessiner sur un petit papier ces 2 flèches, et puis on va s'asseoir à sa table de travail, et on va mettre le pendule au-dessus de du premier serpentin. Et on va penser oui, 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 oui. Et le pendule, petit à petit, doit se mettre à tourner dans le sens de la flèche. Ça, c'est l'entraînement pour apprendre au corps la convention qu'on adopte avec soi-même. Et puis quand ça tourne bien du côté oui, eh bien on va gentiment mettre son pendule de l'autre côté, côté non, et on va placer non, 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 de manière à acquérir
ce phénomène en tant que réflexe. Alors, quelqu'un qui veut s'entraîner à la radiesthésie mentale, va faire cette petite technique tous les jours, pendant 30 jours, pendant un mois complet, à raison de 20 minutes par jour. À la fin des 20 minutes par jour, à la fin du mois de travail, on saura manier un pendule. Dans le sens convention mentale, oui, non, oui, non. Alors c'est sûr, ça demande un petit peu de travail, mais après, quand vous poserez une question au pendule, dois-je manger cette plaquette de fer? Qu'est-ce qu'il va me répondre? Le bon sens répond non. Le bon sens répond non. Quand la question est plus difficile, qu'on n'a pas la réponse en soi, alors, comme nous disait quelqu'un tout à l'heure, oui, mais j'ai envie de manger la plaquette de fer, moi. Je la trouve belle à l'extérieur. Et je demande à mon pendule. Et mon pendule répond oui, mange-la. Pourquoi? Parce que le pendule va réagir en fonction de nos désirs personnels. La convention, le réflexe qu'on a obtenu radiesthésique ne va pas fonctionner. Le pendule n'est pas indépendant de moi. Le pendule n'est qu'une réaction de moi-même. Donc si cet aliment est mauvais pour moi, mais que j'ai envie que le pendule me dise oui, mais le pendule me dira ce que j'ai envie d'entendre. Il me dira oui. Donc à ce moment-là, toutes les recherches seront faussées. Il faut, quand on pose ce genre de questions, préalablement faire le vide intérieur, le vide mental complet, et ne pas avoir d'a priori sur la réponse. Parce que c'est pareil, c'est le cas, on fait une interrogation sur certaines dames comme ça qui font des recherches radiesthésiques. Mon voisin, est-ce qu'il m'aime? Oui, le pendule dit oui. Son voisin se moque éperdument d'elle, mais comme elle a envie que le pendule dise oui, le pendule dira oui. Bon, alors là, c'est pour ça qu'on peut aussi... Suggestion. C'est pour ça qu'on pourra beaucoup plus facilement faire ce genre d'interrogation pour d'autres personnes, des étrangers. Qu'elle vient voir, bon, elle est partie, est-ce qu'elle va revenir? Alors comme on n'a aucun intérêt à ce qu'elle revienne ou à ce qu'elle ne revienne pas, comme on est royalement indifférent au problème, là le pendule va donner la vérité, va dire la réalité, parce qu'on est extérieur. Mais quand c'est pour soi, ce sera très difficile. Alors ça, c'est tout le principe de la radiesthésie mentale. C'est bien, ça permet de faire des recherches. Moi je pense que cette radiesthésie peut être surtout utilisée dans les recherches d'alimentation. Les recherches au niveau des fois de certains diagnostics, j'ai mal au foie, j'ai le méridien de la vésicule, etc. Alors qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Pour des questions qui ne sont pas d'ordre émotionnel, pour des questions qui sont d'ordre beaucoup plus pratique. On cherche une source d'eau. Bon, alors la source d'eau, est-ce qu'elle est dans cette direction-là? Je crois que le grand-père a laissé un trésor, a caché un trésor dans la maison. Où est le trésor? Indique-moi la direction du trésor, parce que, bon, il peut dire oui, il peut dire non, mais il peut aussi indiquer des directions. Bon, le grand-père a peut-être caché son trésor dans cette direction-là. Mais là, si c'est pour découvrir le trésor du grand-père, je suis impliqué émotionnellement dedans, parce que j'ai envie qu'il y ait un trésor. Et j'ai envie de trouver un lieu. Alors je vais voir qu'il est dans ce mur-là, je vais abattre le mur entièrement, et il n'y a pas de trésor. Je me dis peut-être qu'il est un peu plus loin. C'est comme l'histoire dans Tintin et Milou. Vous avez le professeur Tournesol qui est sur le bateau, et puis il cherche un trésor. Puis le Tournesol, il est au-dessus de la rambarde, là, et puis son pendule, il tourne, il dit oui, l'or est là, l'or est là. Alors ils arrêtent le bateau, et ils font des plongées sous-marines. Puis à la fin, on apprend que l'or était dans les rambardes du bateau. Il était caché par des... bon, il y a toute une histoire comme ça, mais donc le pendule avait dit la réalité. Oui, il était là, mais après on avait fait une mauvaise interprétation. Donc, se méfier des résultats du pendule, sauf dans le cadre où on est totalement non impliqué dans la recherche. Alors donc, entraînement, 20 minutes par jour pendant 30 jours. C'est pas beaucoup, et ça nous donne un bon réflexe en radiesthésie. Alors, on a un deuxième type de radiesthésie
qu'est la radiesthésie de résonance. Radiesthésie de résonance. C'est ce qu'on trouve également dans les livres, c'est la radiesthésie dite vibratoire. Hein, vous avez tout un tas de gens comme Jean de la Foix, Chaumery, Bélisal, etc. qui ont énormément travaillé sur ces types de radiesthésie. Alors, en fait, ça c'est une radiesthésie dans laquelle il n'y a pas de convention mentale. Je laisse le pendule tout seul et ça réagit ou ça réagit pas. Il y a résonance ou il n'y a pas résonance. Dans ce type de radiesthésie, par exemple, je cherche de l'eau. Bon. Donc je me concentre sur la notion de l'eau. Et puis j'avance. Avec ma main, je donne des directions. Et quand le pendule réagit, hop, c'est que je suis en résonance avec le principe eau. C'est également le même principe que la baguette. La baguette des sourciers est maintenue en équilibre. En fait, la baguette du sourcier, c'est une baguette qui est en équilibre instable. Donc sous une tension. Et puis, le sourcier essaye de garder l'équilibre de sa baguette. Il essaye de faire en sorte que la baguette ne bouge pas. Et puis, il marche. Puis d'un coup, il se concentre bien sûr sur la notion de l'eau. Et quand il rentre en résonance avec un signal eau, la baguette bouge seule. Enfin, seule, c'est lui qui l'a fait bouger, mais c'est parce qu'il y a une résonance entre sa concentration et le liquide. Donc, tac. Donc ça, c'est de la radiesthésie de résonance. Alors, cette résonance, c'est un principe physique. C'est la résonance qui existe entre un diapason et un verre en cristal. Si on a un diapason et un verre en cristal qui vibrent sur la même vibration, sur la même longueur d'onde, vous tapez votre diapason et vous faites exploser le verre à distance. Parce que le verre, le cristal, entre en résonance par rapport à la vibration sonore. Au niveau des résonances, vous avez par exemple des résonances magnétiques entre un homme et entre une femme. Bon, telle personne tombe amoureuse de telle autre. Pourquoi ? Bon, on pourrait philosopher sur qu'est-ce que l'amour aussi pendant quelques heures ou quelques jours. Mais les phénomènes d'attirance sont souvent des phénomènes de résonance magnétique. Une personne résonne avec une autre. Bon. C'est un peu... c'est magnétique. Il y a des gens qui sont attirés les uns vers les autres et il y a des gens qui sont repoussés, qui ne peuvent pas se supporter les uns les autres. Et il n'y a pas forcément de notion d'amitié, de notion d'intelligence, de notion logique derrière. Il y a une attirance ou une répulsion. Bon, ça, c'est des phénomènes de résonance. Vous avez aussi des phénomènes de résonance, par exemple, provoqués à ce moment-là, entre le sorcier et sa victime. Le sorcier tente d'entrer en résonance avec une personne, avec sa victime, de manière à lui imposer des mauvaises énergies, des mauvaises choses. Donc c'est pareil, c'est le principe de résonance. Vous avez la résonance entre le mystique ou le saint et Dieu, ou un aspect de la divinité. Et ça va... donc c'est des principes d'identification, de résonance. Vous avez certains saints qui entrent en résonance avec une image, ou peut-être avec plus que l'image, mais au moins avec l'image du Christ crucifié. Et au bout de quelques années de mysticisme ou de foi profonde, de résonance, il y a des stigmates qui peuvent apparaître. Alors, on peut interpréter ces stigmates comme un miracle de la nature et comme une réponse de la divinité à l'homme, ou on peut aussi interpréter ces stigmates comme une résonance psychologique entre une image et notre propre corps qui va s'identifier à cette image et qui va créer des stigmates. C'est le principe, dans un sens ça peut être un principe mystique et dans un autre sens ça peut être un principe psychosomatique. Mais c'est encore là une résonance. Quand un mage évoque un esprit dans son oratoire, qu'est-ce qu'une évocation ? C'est de tenter d'entrer en résonance avec une fréquence
presque une fréquence radio, avec une fréquence d'un esprit X ou Y. Quand vous prenez votre poste de radio et que vous réglez sur Europe numéro 1, sur France Inter, sur Nostalgie, sur Chérie FM, bon, etc., etc., toutes ces ondes, tout est déjà dans le poste de radio. Mais on entre en résonance avec un émetteur ou un autre. Un évocateur fait exactement la même chose. Il tente d'entrer en résonance avec un esprit particulier. Et si la résonance a lieu, le contact a lieu, l'évocation réussit. Quand un théurge tente d'entrer en résonance, en relation avec l'un des anges du 36, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'il y a un passage très important dans le livre que je vais vous lire. On peut faire le rituel parfaitement du 36. Mais si on n'entre pas en résonance avec la puissance invoquée, la puissance n'entend pas, la puissance ne vient pas. Vous verrez dans le livre que bon, il y a des... Pour essayer d'entrer en résonance, on a des concepts de couleurs, on a des concepts de direction, de point cardinal, on a des concepts de son, on a des concepts d'instant particulier. Mais qui va faire cette résonance? En fait, c'est votre âme qui doit vibrer telle la corde d'une guitare ou la corde d'un violon pour entrer en résonance vibratoire avec la puissance appelée. Et là, si on arrive à entrer en résonance, il y a communication. L'ange vient. Et si on n'entre pas en résonance, il n'y a pas communication, l'ange ne vient pas, il ne nous a pas entendus. Alors j'en profite pour vous lire donc, le passage au niveau de ce livre, le plus important sur les techniques de résonance. Parce que je me suis aperçu, bon, il y a pas mal de personnes qui m'ont téléphoné, il y en a qui m'ont dit, voilà, je fais les rituels du livre, je fais les rituels du séminaire, et il se passe des choses. Alors en ce cas-là, je suis content. Puis il y en a d'autres qui me disent, je fais le rituel exactement comme c'est expliqué, et il ne se passe rien. Alors pourquoi, dans certains cas, il y a résonance, et dans d'autres cas, il n'y a pas résonance? Parce que la résonance va reposer sur la sensibilité, et sur la sensibilité du cœur. L'ange va être ému de votre propre émotion. Mais si on ne se cale pas sur le poste de radio, sur la fréquence qui convient, on aura du grésillement. Même si le poste de radio est de très bonne qualité, même s'il y a des piles dedans, même si l'antenne est bien orientée, mais si on n'a pas réussi à caler la fréquence, on aura du grésillement. Alors, donc le passage que je vais vous lire, c'est le passage qui se trouve à la page 199 et 200 du livre. C'est un extrait d'un ouvrage de Dion Fortune, La Kabbale mystique, qui est paru, je crois, aux éditions Adiar. On en parle peut-être quelque part à la fin. Peut-être une biographie. Enfin bon. Donc, elle nous dit cela. On fait le rituel, on fait etc. Et après, il faut prononcer le nom. Le nom invocatoire de l'ange, alors que ce soit selon un système de Kabbale ou que ce soit selon le système du 36, c'est exactement le même principe. Alors, elle nous dit, la tradition sait cela. D'après elle, il n'est point suffisant de connaître un nom de pouvoir. Comme on disait à midi, les voyelles de l'évocation. C'est pas suffisamment de les connaître. Il faut savoir comment le faire vibrer. On croit généralement que la vibration d'un tel nom est la note juste sur quoi on le chante. Mais la vibration magique exige encore bien davantage. Lorsqu'on éprouve une profonde émotion et qu'on est en même temps dévotionnellement exalté, la voix s'abaisse de plusieurs tons au-dessous de son rythme normal. Elle devient résonnante et vibrante. C'est ce tremblement d'émotion, joint à l'accent de la dévotion, qui constitue le taux vibratoire d'un nom. Et ceci ne peut être ni enseigné, ni appris. Lorsqu'il survient, donc lorsque vous prononcez le rituel correctement, lorsqu'il survient, on est secoué des pieds à la tête, comme par une vague de feu,
et tous ceux qui l'entendent écoutent malgré eux. C'est une extraordinaire expérience d'entendre vibrer un nom de pouvoir. C'en est une encore plus surprenante de le faire soi-même vibrer. Cette vibration, donc cette façon de prononcer, est la mise en résonance avec l'ange et la mise en résonance avec la puissance. Alors, je dirais presque, soit on arrive à entrer en résonance pendant ce type de rituel, soit on va céder, on va s'y prendre autrement, et on va tenter cette mise en résonance avec le 36 grâce au pendule ou à d'autres éléments. Mais le grand principe de la théurgie, c'est ça, c'est d'arriver à faire entrer son cœur en résonance avec la puissance. Alors, je dirais presque, soit on arrive à entrer en résonance pendant ce type de rituel, soit on va céder, on va s'y prendre autrement, et on va tenter cette mise en résonance avec le 36 grâce au pendule ou à d'autres éléments. Mais le grand principe de la théurgie, c'est ça, c'est d'arriver à faire entrer son cœur en résonance avec la puissance. Et là, en général, on a une réponse, et là, en général, il se passe des choses. Alors, le travail sur le 36 peut donc se faire de plusieurs manières différentes. Ces manières sont bien sûr complémentaires les unes des autres, et j'ai tendance à vous engager à les faire toutes. Exactement comme un peintre qui veut faire un tableau, eh ben, un jour il a envie de prendre le rouge, et puis le lendemain il a envie de prendre le pinceau bleu, et puis après il va prendre la couleur verte. Et ce sont toutes ces couleurs harmonisées les unes aux autres qui vont finir par réaliser la toile, le tableau. Il ne va pas faire son tableau uniquement avec du rouge. Donc là, nous avons plusieurs outils à notre disposition pour tenter ce contact vibratoire avec le 36. Alors, quelques exemples. Le travail sur les 36 forces peut se faire, par exemple, par l'étude des textes et la réflexion philosophique. Bon, on va prendre le livre, on va prendre les textes, on va les étudier, et on va se dire, bon, pourquoi le nombre 1 est-il à côté du nombre 9 ? Pourquoi le nombre 12 est-il jaune ? Pourquoi le 32 est-il vers l'ouest ? Pourquoi le 14 est-il vers l'est, de l'autre côté ? Qu'est-ce que je peux en faire ? Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que ça me dit ? Donc, analyse philosophique, ou presque analyse comme on ferait une dissertation de français, et on essaye de trouver pourquoi. Ça, c'est l'analyse mentale, intellectuelle. C'est important de le faire. Vous avez le travail du 36 par la pratique des rituels. Là, ça devient plus mystique, un petit peu plus cardiaque. On va, mettons, faire un petit rituel pour honorer les 4 éthers, qui sont les 4 pointes, les 4 facettes de la pointe de la pyramide. Et puis on va essayer, ce rituel-là, de l'émotionner, de le ressentir. En fait, ce qu'il faudrait presque faire dans un rituel sur le 36, dans un rituel à un nombre, c'est être devant ce nombre avec la même foi dévotionnelle qu'on peut être devant la statue de la Sainte Vierge, ou devant la croix, ou devant... faut que ça sorte de l'émotionnel. Alors c'est plus difficile parce que le 36 c'est un nombre. Alors à ce moment-là, je crois que c'est Pythagore qui disait que le nombre existe indifféremment de la façon dont on l'écrit. Parce que les Grecs ils vont l'écrire d'une certaine manière, les Arabes d'une autre manière, les Hébreux encore d'une autre. Mais le nombre, lui, il existe au-delà de ces formes d'écriture. Il faudrait presque en quelque sorte adorer le nombre, puisque la loi de l'architecte est basée sur les nombres, donc adorer le nombre,
au-delà de sa forme physique. Bon, ça c'est le travail plus pour les gens qui aiment faire des rituels. Il y a des gens qui aiment faire des rituels, il y a des gens qui aiment faire du pendule, il y a des gens qui aiment chercher dans leur tête, il y a des gens... Donc on a chacun une place différente dans la pyramide. Donc on peut travailler le 36 par l'étude des rituels. On peut travailler le 36 d'une autre manière, par la méditation devant les schémas en couleur. Alors on prend les schémas colorés, et puis on va dire, bon, ça c'est le carré du 36. Bon, il est plus visible. Carré de la pyramide. On va se dire, bon, eh ben, je vais me servir de ça comme d'un mandala. Alors, il y a les 5 couleurs, le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le rouge. Ce sont des carrés qui sont imbriqués les uns dans les autres. Je vais poser mon mandala sur mon bureau. Je vais m'asseoir devant et je vais méditer dessus à la façon tibétaine ou à la façon des bouddhistes. Alors, dans ce cas-là, je m'assois devant, je vide mon esprit de toutes mes pensées et je regarde. En essayant d'avoir la vigilance pour ne pas s'endormir, pour ne pas penser à autre chose, mais en restant complètement vide à l'intérieur. Et à un moment, si j'arrive à faire ma méditation correctement, eh bien je vais avoir l'impression d'être projeté dessus, tout près ou dedans. Alors ça, c'est d'autres types d'expériences, bon, c'est d'autres types de travaux. Vous pouvez également faire comme les Tibétains, qui réalisent leur mandala avec du sable. Ils vont passer 1 mois à réaliser avec du sable bleu, du sable vert, du sable jaune, du sable orange, du sable rouge, la perfection, ce mandala à la perfection. Donc ils vont vraiment s'en imprégner par ce fait. Puis une fois qu'il est fini, eh bien, pour honorer, je dirais, le principe de l'impermanence, ça veut dire que rien n'est permanent, tout change, eh ben, ils vont laisser le vent emporter le sable, et ils vont recommencer. Et 100 fois sur la table, tu remettras ton ouvrage. Bon. Et c'est un travail, en fait, qui agit comme une espèce d'osmose pour avoir une imprégnation de l'inconscient sur ce 36. C'est une autre forme de travail du 36. On n'a pas tellement développé dans nos stages parce que on peut en parler pendant 5 minutes, mais après, c'est simple. La suite du stage, c'est qu'on se met tous devant un carré, puis on dit plus rien, puis on attend. Et puis après, à 19h, on va manger. Donc ça, vous pouvez le faire tout seul. Donc, méditation dessus. Alors, on peut s'amuser à conjoindre plusieurs façons de travailler. Et vous avez une autre façon, 4e méthode qu'on travaille aujourd'hui, c'est le travail en radiesthésie. Parce que quand on va prendre son pendule et puis quand on va travailler sur les couleurs, sur les nombres, qu'est-ce qui va se passer? On va entrer en résonance avec. On parlait ce matin un petit peu du réseau Hartmann. Bon, le réseau Hartmann, qu'est-ce que c'est? C'est un quadrillage tellurique de la planète. Bon, le réseau Hartmann, il y a des mailles dans un sens qui font 2 mètres et dans l'autre sens qui font 2,50 mètres. Je ne demandais pas trop de détails. Ce sont des mailles telluriques. Donc il y a des endroits où il y a des nœuds, il y a des endroits où il y a le centre du carré. Quand on fait des recherches sur le réseau Hartmann, pour les gens qui ont fait des stages là-dessus, soit avec la baguette, soit avec le pendule, soit avec l'antenne de l'échelle, à un moment, au bout de quelques heures de recherche là-dessus, on est épuisé, on est crevé. Parce qu'on s'est mis en résonance avec le tellurisme et parce qu'on s'est fait pomper par le réseau Hartmann. Alors que si on ne fait pas de recherche, on n'a pas ces déperditions d'énergie. Donc là, il y a un phénomène physique. Quand on entre en résonance avec quelque chose, il y a automatiquement un échange d'énergie qui se fait. Donc si on entre en résonance avec quelque chose de négatif ou de vampirisant, on va être épuisé. Et si on entre en résonance avec quelque chose de vivant, de vitalisant, on va être plutôt rechargé. Parfois, on peut avoir un double phénomène. Le travail nous fatigue sur un plan plus physique, mais il nous recharge sur un plan plus spirituel. Donc, faut tester. Mais voilà, alors, ce qui va se passer, c'est que quand on va faire une recherche sur ce 36, on va inconsciemment
se mettre en résonance avec lui. Et au bout d'un certain temps, c'est comme si on faisait un rituel. On va entrer dans une espèce de résonance. Alors, bien sûr, plus on est sensible, plus on a de sensibilité, plus la résonance va avoir d'effet sur nous. Donc, il va falloir utiliser toutes ces méthodes avec équilibre. Toujours notre petit schéma qu'on retrouve chez les francs-maçons. C'est un schéma très pratique parce qu'on peut vraiment y mettre plein de choses. La colonne noire, c'est celui qui ne fait rien. La colonne blanche, c'est celui qui va en faire trop. Et puis le rouge, c'est celui qui va encore être en équilibre sur les deux. Donc toujours noir, blanc. Faut être ni noir ni blanc. Faut être entre les deux. Toujours en équilibre. Faut être ni un sorcier qui s'intéresse qu'à la matière, ni un mystique qui s'intéresse qu'à Dieu, mais être en équilibre entre les deux, comme l'arbre qui développe ses racines dans le sol et qui développe ses feuilles vers le ciel. Alors, on va commencer par faire un petit peu de pratique. Nous allons rechercher notre élément dominant, mais simplement au niveau sensible. Alors, ceux qui ont déjà cherché un nombre dans le 36 avec des tables de calcul et autres, vous oubliez tout. Là, on va simplement essayer de voir avec quoi on est en résonance. Alors, je vais vous distribuer des petits carrés. On peut les garder, c'est Oui, oui, bien sûr. Et vous allez, ça fait partie des tables, et vous allez travailler avec. On va raisonner, on va chercher, voilà, sur le plan sensible, on va chercher notre élément dominant. Merci. Alors, je pense que pour l'archage, vous pouvez le laisser dans le plastique. Ça protège, comme vous ressentez. Toi, c'est comme vous sentez. Alors, quelqu'un a-t-il une boussole? Voilà. Alors, ce schéma a une orientation. On va donc commencer par chercher le nord. Tous les schémas radioniques ont une orientation. Alors, le nord, il serait vers moi. Voilà, à peu près en biais. Alors, ça veut dire que le 5, le nombre 5, qui est dans le carré rouge central, se situe pointe au nord. Donc le nord, il est à peu près, le 5 il est au nord. Donc c'est à peu près vers moi, le nord. Donc vous placez vous placez votre schéma de manière à avoir le 5 vers moi. Le 5 qui est dans le carré du rouge. Ah oui, oui, le 5 vers lui. Voilà, le 5 vers moi, ça veut dire à peu près Comme ça. comme ça, voilà. Oui. C'est à peu près en biais comme ça. Alors, donc, avec la boussole, on essaye de trouver à peu près la bonne direction. Pour affiner la direction, là, on va faire un petit peu de radiesthésie mentale. Et puis on va dire, je vais peut-être faire l'exemple sur le grand carré, ce sera plus aisé. Voilà. Pour affiner un petit peu, on va dire, est-ce que mon carré est bien orienté? Mon carré est-il bien orienté? Alors vous allez tous regarder, parce qu'en général, il est mal orienté. Alors essayez de le mettre bien à plat, parce que s'il est sur des crayons, sur des cahiers, des choses comme ça, il va pas être bien. Alors, est-ce qu'il est bien orienté? Bon. Bof, là, même pendule, il me répond pas. Alors, je le mets la pointe un petit peu, je le pousse un petit peu sur la droite ou un petit peu sur la gauche. Ouais.
Là, il me dit non, mais il commence à réagir. Alors, soit il va vous dire oui, c'est-à-dire tourner dans le bon sens, soit il réagit. Radiesthésie vibratoire. Le nord est par où ici? Le nord est vers moi. Le nord, il est à peu près vers moi, là. Là, dans l'angle. À peu près par là, dans l'angle, ouais. En gros. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de travailler en radiesthésie, oui, non. Bah, vous prenez votre convention, puis vous sentez si c'est bien orienté. Et puis pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, bah, vous voyez si le pendule il tourne ou s'il ne tourne pas. Ça va plutôt être la convention. Voilà, donc il faut qu'il soit un peu en biais par rapport aux tables. Est-ce que par exemple, les rayonnements ne peuvent pas influencer la pendule aussi? Mais si, mais c'est le but. Le but, il est que là, attention, ça va être en résonance, là. Le petit pentacle, la table du 36 est en résonance avec le pendule. Bien sûr. Mais s'il est mal positionné, ça résonnera moins que s'il est bien positionné. Ok? Donc c'est pour ça qu'on peut aussi mettre le pendule au-dessus, puis regarder là où il tourne le plus. Là, il tourne comme ça. Si je le mets comme ça, là, il tourne moins, donc c'est pas bon. Si je le remets comme ça, il commence à retourner plus. On essaie de voir où il est à son maximum. Je pense qu'il faudrait qu'il soit un peu plus tourné, ouais, Jocelyn. Alors, à chaque fois que vous allez placer un schéma, que ce soit la pyramide ou autre chose, bah, vous placez par rapport à la boussole, et puis en plus, vous vérifiez par rapport au pendule. Il y a autre chose qui est en train de se passer. Alors, actuellement, sur Terre, le nord est en train de changer de place. Toutes les cartes d'état-major du début du siècle dernier, c'est-à-dire de 1900, ne sont plus valables parce que le nord est décalé de 10 degrés. Ouais, par rapport à il y a 100 ans. Et les temples orientés ne sont plus bien orientés. Par exemple. La Terre est à 52. C'est autre chose. L'axe, ouais, mais c'est autre chose. Mais l'orientation de la boussole a changé de 10 degrés en 100 ans. Donc il y a des trucs qui bougent magnétiquement. En plus, actuellement, on est en phase de baisse des boucliers magnétiques terrestres. Donc ça perturbe encore plus. Et la bonne orientation d'un schéma ou d'un carré agissant comme ceci n'est pas forcément exactement le nord magnétique. Hein, tous les géobiologues vous diront c'est 5 degrés d'un côté ou de l'autre. Donc c'est pas tout à fait le nord. Donc pour ça, toujours au pendule, on fait une petite vérification. Et également, selon le lieu, ou la table, ou l'endroit où vous mettez votre schéma, vous pouvez avoir des petites différences au niveau du magnétisme. Donc ce qu'il faut, c'est trouver la meilleure orientation. Alors maintenant que vous l'avez trouvé, ce que vous allez faire pour jouer, je dirais pour mettre un petit peu en harmonie, vous allez passer la main gauche au-dessus du carré pour voir si vous sentez quelque chose. Alors évidemment là vous me retirez la montre, vous me retirez le bracelet, vous me retirez le bijou, hein, et on passe la main gauche, qui est la main plus réceptrice, et on voit si on ressent de la chaleur, du froid, du picotement, un petit souffle, on voit si on sent quelque chose. Alors bon, c'est vrai que je triche un petit peu par rapport à vous, parce que moi quand j'en ai un gros pain et puis assez épais, bah, on sent plus que sur un plus petit. Je pense que ça doit être... on doit ressentir à peu près. Ça y est, hein. Ça essayé, hein. Vaut mieux avoir le moins de choses possibles. Alors, on ne sent pas forcément quelque chose tout de suite. Mais le but de ça, c'est de tripoter un peu le 36 et puis de commencer à entrer en résonance doucement avec. Parce qu'au début, vous allez faire, mettons, une recherche, bon, il ne va rien se passer, vous n'allez pas ressentir le rayonnement, la vibration, puis au bout d'un certain temps, il va se passer des petites choses. C'est très subtil. Là, c'est sur le plan de la radiesthésie, donc c'est des énergies qui sont très subtiles et qui vont imprégner petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Donc même si on sent rien en passant la main dessus, on fait quand même l'effort de le faire, et quelque part, on entre dans une petite résonance. Oui. Moi, je les attends ici, quoi, mais c'est ce côté ici
Ça, après, je trouve ça. Tu sens dans l'autre main. Ah oui. Voilà, oui, bah on peut chacun ses petits trucs en fait. Il y en a, il va mettre la main gauche sur le carré, puis il va sentir quelque chose qui va lui chatouiller la tête, la nuque. Bon, on sent chacun à notre façon. Alors, qui sent quoi? Donc toi, qu'est-ce que tu sens donc dans la main, dans l'autre main? Ouais, j'ai ça un tout petit peu ici, mais ici c'est plus. Plus la chaleur. Non, picotement. Picotement. Oui, Alors, moi aussi. dans l'autre main? Non, Non, dans la main. droite. Picotement, d'accord. C'est parce que ça commence à résonner. Alors, ce qui se passe là, mettons pour Joachim, il a la main gauche sur le carré et il sent des choses dans la main droite. Pourquoi? Bah parce qu'il est certainement en train de faire un transfert, c'est-à-dire qu'il pompe l'énergie du carré par la main gauche et il est en train d'émettre quelque chose par la main droite. Donc ça lui picote la main droite. Même les gens qui font du magnétisme, par exemple, peuvent très bien, pour se charger d'une couleur ou pour se charger de quelque chose du 36, mettre la main gauche et puis magnétiser la personne avec la main droite, comme ça. Et en ce moment-là, on fait transfert. On essaie de transférer une couleur ou l'ensemble du 36. Comme ça, picote autant d'une main que de l'autre. C'est bien, c'est parce qu'on est On peut le faire sensible. avancer aussi, même si on n'a pas le... C'est mieux d'avoir c'est mieux d'avoir la matière sous la main. Alors, Anne, tu sens J'ai l'impression de sentir de l'air frais, moi. de l'air frais, oui, ça c'est une sensation dont on m'a déjà parlé, de l'air frais comme un souffle. Ouais, ouais. Moi, je ressens des coups d'électricité, je le dis. Raymond, de l'électricité, ouais. Des picotements à gauche et à Picotement à gauche et à droite, voilà, Karine. un peu de souffle et picotement. Picotement et souffle. Ça, ouais. Oui. Chaleur. Donc Anne, pareil. Les mains, les coudes. Non, je sais pas. Voilà, on va chacun avoir des réactions différentes. Mettons Bernadette, des fois, elle fait ça, comme ça, puis d'un coup, ah parce que d'un coup, elle a senti une énergie, parce que c'est sa façon à elle de ressentir. Donc, Anne, ouais, picotement. Chaud, non? Picotement. Oui, un petit peu chaud. Bon, alors là, alors, vous ressentez quelque chose, alors que c'est simplement un schéma en couleur avec les nombres. On va, au cours du stage, s'apercevoir qu'il y a des choses qui sont de plus en plus puissantes là-dessus. Alors, C'est vous qui l'avez fait, le charlet en bois? on verra ça, on va en reparler de Moi, j'aimerais bien la faire pyramide. comme ça, mais c'est pas comment. On verra, on va voir tout ça. Alors, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez tenter de trouver quelle est la couleur qui vous fait le plus de sensations. Alors, certains peuvent promener leurs mains sur le bleu, sur le vert, sur le jaune, sur le rouge ou sur l'orange, comme ça. Bon. Mais pour affiner la recherche, moi ce que je vous conseille, c'est à ce moment-là de mettre la main gauche sur le bleu et puis on voit si le pendule il tourne. Donc là, on ne fait pas de convention mentale, on ne fait pas de oui-non, on veut simplement voir si ça tourne, si le pendule réagit ou si le pendule ne réagit pas. Alors on met la main sur le bleu et on voit si ça réagit. Bon, ça réagit ou ça réagit pas, ou ça réagit avec une certaine force. Bon. Après, eh ben, on met la main sur le vert et on voit si ça réagit plus ou moins. Alors, il faut prendre son temps, on n'est pas pressé. Bon, le vert, ouais, bon, il réagit un petit peu plus, oui, mais bon. Après, on va mettre les doigts sur le jaune. Et ce qu'il faut repérer, c'est l'endroit où on va avoir le plus de réactions.